souvent des voitures qui vont à 250 km/h sur le compteur. On a les autoroutes où on peut aller à 130. Aujourd'hui, un tiers des voitures qui sont vendues sont des SUV. Un truc sur lequel on pourrait vraiment travailler, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si vous achetez un 4x4, vous êtes has-been. Oh, il était beau celui-là. Ça va les oreilles ? Comment parler de l'urgence climatique? J'ai voulu discuter avec celles et ceux qui prennent la parole, ou qui voudraient la prendre plus souvent, sur les enjeux climatiques, l'environnement, la biodiversité. J'avais envie de questionner nos démarches d'information et d'alerte qui sont si souvent remises en cause. Alors j'ai commencé par aller toquer pas très loin de chez moi, chez Théo Drieux, qui réalise la chaîne Balade Mentale. C'est une chaîne qui traite plutôt d'astro, mais aussi de géologie et de tout un tas de curiosités scientifiques. Ensemble, on a réalisé Les Mondes du Dessous, une série sur l'océan, au cours de laquelle on a été confronté à la question de la perte de la biodiversité et de la fonte des glaces. Alors j'ai voulu en savoir un peu plus sur le travail de Théo et son positionnement vis-à-vis de ces questions. Je vous laisse regarder et me dire en commentaire qui vous voudriez voir dans cette série d'interviews. Théo, la vulgarisation scientifique sur des tas de sujets différents prend souvent une forme qui est un peu entre le journalisme ou l'enseignement. Mais toi, tu as vraiment choisi d'aller sur la poésie pour délivrer de l'information. Qu'est-ce que ça t'apporte dans tes contenus ? Je dis de la poésie, alors je trouve ça, merci, ça me flatte, mais le truc, c'est pas vraiment ce que j'essaye de faire, c'est juste plus que j'essaye de mettre un peu de corps, de chair et d'émotion dans les connaissances. La vulgarisation, j'ai un peu l'impression d'avoir épuisé ce que ça pouvait m'apporter. Et professionnellement, j'en ai fait pendant assez longtemps, parce que pendant 7 ans, je travaillais dans un centre de culture scientifique où on avait une approche très, de fait, un peu académique, institutionnelle du savoir. Et on faisait de la vulga, on la faisait très bien, mais en fait, j'en suis arrivé au point où, de plus en plus, j'ai envie que les gens éprouvent quelque chose. Et je me dis que s'ils n'ont pas ou peu compris, c'est moins grave que s'ils n'ont pas ou peu ressenti. Aujourd'hui, moi, avec la liberté que m'offre notamment un média comme une chaîne YouTube, j'ai envie d'essayer de faire autre chose et de prendre la science plus comme un objet culturel pour la triturer de plein de façons différentes, en fait, je dirais. Lorsqu'il s'ouvre enfin, l'univers observable est confiné dans un volume minuscule, des millions de milliards de fois plus petit que la taille d'un atome. Tout ce qui existe, a existé, existera un jour. Atomes, planètes, étoiles et galaxies. Non pas seulement ici, mais partout. Tout est potentiellement là, en ce point réuni. Je trouve pas que ce serait presque une limite de glisser vers quelque chose qui délivre pas la totalité de l'information, ou pour toi c'est pas quelque chose qui est au cœur de la vulgarisation ? Alors ça dépend des sujets. Moi je traite beaucoup d'astro, du coup c'est sans conséquence quand on n'a pas bien cerné le fonctionnement interne d'une étoile. Si les processus de nucléosynthèse, on les a juste subrepticement compris et que par contre on a vraiment éprouvé un truc en se disant ouais, le fonctionnement d'étoile c'est super cool et tout ce que ça raconte, j'ai plus à gagner en fait, je pense, à travailler là-dessus que, alors sauf si l'audience veut devenir physicien nucléaire, mais tu fais pas un cours en fait. Voilà. Alors après pour la question du réchauffement climatique, de la transition énergétique, là j'aurais tendance à pas être d'accord avec moi-même, parce que la compréhension fine du problème est plus qu'essentielle pour arriver à changer les choses, quoi. Je voudrais revenir sur une vidéo qui est sur ta chaîne, sur laquelle on a d'ailleurs un peu travaillé ensemble, sur les requins, et qui parle notamment de notre incapacité à voir se dégrader un écosystème. Aujourd'hui, dans de nombreuses régions du monde, certaines espèces sont devenues si rares que plus personne ne se souvient des époques où elles étaient présentes en abondance. Je voulais savoir si, cette fois-ci, comme c'était une vidéo qui était pas du tout d'astro et qui était sur un format différent parce qu'on était en plongée, ça avait été différent pour toi à l'écriture, à la réalisation? Déjà, c'est un très très gros projet, donc c'était quelque chose d'un peu compliqué, tu le sais bien, à mettre en place. Mais à l'écriture, ce qui est vraiment particulier là-dessus, c'est qu'en fait, ça vient presque d'une anecdote de terrain. C'est quand on a plongé à Moorea, nous on a vécu une plongée incroyable de notre point de vue en fait. Et en sortant de l'eau, le moniteur nous a dit vraiment désolé en fait que ça soit si dépeuplé et que vous ayez vu aussi peu de choses, alors qu'on faisait l'expérience de notre premier pointe-noire, on a vu 3 requins en une plongée, et pour nous c'était quelque chose de fantastique. Et pour eux, au regard de l'état du récif il y a 10 ans, c'était vraiment pas terrible, quoi.
Et on a fini donc, ces derniers tournages qui sont vraiment... Là, c'est une explosion exubérante de vie, qui est un endroit très très connu dans la passe de Fakara Sud, où on a des images qui sont vraiment incroyables. Et en fait, de mettre ça en contraste avec ce qu'on a pu voir, que nous, on percevait comme quelque chose de riche, et même en fait, au regard de moi, là où je faisais de la plongée, parce que j'ai grandi à La Réunion, et vraiment le lagon est dans un état déplorable. Et j'avais déjà vécu cette expérience-là d'avoir des amis de mes parents qui venaient à La Réunion et qui disaient « c'est incroyable, c'est vraiment super ». Je dis « bah non, en fait, c'est vraiment une décharge, quoi ». Et du coup, ça t'a donné envie d'aborder un peu plus les sujets environnementaux, ou tu continues à vouloir faire principalement de l'astro? Alors j'aimerais bien faire plus d'environnement, je ne sais pas encore, mais en tout cas arriver à varier les centres d'intérêt. Moi, depuis toujours, j'ai l'impression de passer juste mon temps à picorer. Je suis un spécialiste du général, quoi. J'essaie d'organiser le bordel du puzzle. Et comme j'ai pas forcément de pièces maîtresses, en fait, elles se sont imposées à moi parce que c'est à un moment, on crée du contenu et le public, il attend un type de contenu. Et dans un sens, les plateformes comme YouTube sont un peu pénalisantes quand on essaye de faire des contenus très variés, parce qu'elles nous identifiaient comme étant efficaces sur ce type on va dire, de créneau culturel. Et c'est un peu compliqué d'arriver à sortir du cadre. Donc moi, j'essaie de le faire en fait en ayant pour règle d'essayer d'avoir une vidéo sur 2 qui n'est pas vraiment de l'astro. J'ai souvenir pour, par exemple, l'épisode sur les glaces, où on allait plonger sous l'eau. C'était super dur de trouver un côté positif, ou en tout cas quelque chose d'assez évocateur. On parlait tout à l'heure de poésie. Pareil, on a toujours un petit problème de ton peut-être par rapport à quand on parle de l'astro, où très facilement on a de l'émerveillement et de l'onirique. En fait, si on parle de phénomènes qui sont tellement gigantesques ou loin qu'on ne se sent pas vraiment concerné, on peut juste se contenter d'être fasciné par ça. Là, ça touche à quelque chose de concret et je trouve qu'on commence à arriver aux limites d'un discours culpabilisant. Et en fait, il n'est pas nécessairement culpabilisant. Des fois, les faits le sont simplement. Juste énoncer les faits, ça nous fait culpabiliser, nous, de se rendre sur place, parce que c'est des trajets qui sont compliqués. Typiquement, la Polynésie, je veux dire, à un moment, comment avoir un discours sur le réchauffement climatique et être crédible tout en étant allé en Polynésie. Donc, en fait, ça nous renvoie à nos propres démons, quoi. Et même sur des choses plus proches de notre quotidien, en fait, il y a tellement de contenus qui ont été produits là-dessus. Moi, j'ai un peu l'impression de ne pas avoir grand-chose de plus à dire qu'un cours qui a été très bien construit avec de l'infographie. Et ça, pour le coup, j'ai pas encore de réponse. Si t'en as, je veux bien. Est-ce que justement, tu utilises la surprise pour amener les gens vers des sujets sur lesquels ils ne seraient pas amenés? Par exemple, les vidéos sur la plongée, certaines, tu les as amenées avec une miniature qui a l'air très ancrée astro. Et du coup, est-ce que c'est volontairement ou est-ce que c'est parce que tu as l'habitude de faire des vignettes d'astro et que du coup, tu es sensible à ce genre d'image? Non, c'est absolument pensé. En fait, il faut embrasser les codes d'Internet. Et puis YouTube, c'est l'art du titre aguicheur, pour pas dire putaclic, et une vignette qui donne envie à minima à ton audience. Donc tu sais bien, sur la vidéo sur la plongée, on l'a appelée Planète Blanche. Donc ça, bizarrement, n'a pas bien marché. Et on en a fait une plus tard qui, en fait, c'est pas vraiment mensonger, hein, c'est un titre un peu énigmatique. Donc la vidéo, elle parle des formes de vie chimio-synthétiques qu'on retrouve à 4000 mètres de fond. Et la vidéo s'appelle Planète Noire, les extraterrestres du dessous. Et elle a super bien marché. Et en même temps, pour le coup, l'audience se sent pas particulièrement trahie parce que le contenu correspond au titre qui est juste, oui, un peu aguicheur, on va dire. Donc finalement, on parle d'astro, en faisant le lien entre les extraterrestres et les formes de vie sous-marine. Là, les ponts, ils sont évidents. Sur l'écologie, c'est déjà un peu plus compliqué. Moi, pour le coup, je pense qu'un film comme Avatar fait beaucoup pour l'écologie. Par une certaine ambiance, par une certaine vision de la nature, un rapport au vivant un peu plus enchanté. Moi, j'ai plein de potes, en fait, en sortant de ce film, ils avaient envie de faire des câlins à des mousses. Quelque part, je dis pas que c'est pas forcément une solution, mais ça donne une autre vision.
Je me demandais si, avec la poésie que tu utilises, c'était possible justement d'arriver à faire des contenus sur le réchauffement climatique qui arrivent quand même à émerveiller les gens. Ou est-ce que c'est encore pas possible? On peut de temps en temps apporter une petite touche ou un peu, j'allais dire, prendre l'audience par surprise sur certains sujets. Moi, je me suis amusé à le faire une ou deux fois. Alors des fois, elle vous tombe dessus parce qu'elle réalise que tu as un point de vue politique sur la question. Et du coup, tu vas avoir plein de commentaires du genre « Oui, non, mais en fait, on n'a pas envie de savoir ce que tu penses sur tel type de truc. » Ouais, mais en fait, là, je suis en train de parler d'écologie, donc c'est ma chaîne, j'en fais ce que je veux. Mais du coup, ils ne s'attendent pas à ça. Donc après, il y a toujours ce truc, est-ce que c'est vraiment ce que pense l'audience ou est-ce que ce que tu vois, c'est simplement quelques commentaires qui ne représentent pas du tout l'avis de la majorité? Et toi, tu essayes plutôt d'éviter d'être trop politique ou engagé dans tes vidéos? Non, pas spécialement, mais l'astro ne se prête pas vraiment à un discours politique. Et puis en fait, même quand tu veux avoir un discours politique, du coup, il faut pouvoir l'argumenter. Par exemple, moi je pense que tu peux pas avoir de questions... si on est d'accord sur les faits du réchauffement et des enjeux qui nous attendent, je pense qu'on peut pas avoir de débat apaisé à partir du moment où on considère pas que le nerf de la guerre, avant toute chose, c'est d'avoir une forme de justice sociale et une répartition des richesses qui est plus équitable. On pourra jamais demander en fait aux gens qui sont en bas de l'échelle de faire des efforts à partir du moment où tu as 0,1% des gens qui possèdent 20-30% du patrimoine. Alors les chiffres exacts m'échappent, mais on s'en fout que ce soit 10, 20, 30% en fait. Moi, je considère que ça, c'est un des enjeux essentiels pour pouvoir traiter ça, en fait, pour que ce soit entendable par une énorme frange de la population. Et du coup, est-ce que tu penses que l'activisme serait pas la solution pour faire un autre type de vidéo de vulgarisation qui serait ni culpabilisante ni informative pour des gens déjà informés? Moi, là-dessus, j'ai tendance à penser qu'il va falloir être coercitif. Je crois que si, là, en fait, la démarche individuelle, pour moi, elle a vraiment du bon, mais elle est plus que pas suffisante. Et du coup, je vois pas comment les choses peuvent changer si à un moment, on met pas des règles qui soient des règles du genre, en fait, ça, c'est fini. Nous vendons des voitures qui vont à 250 km/h sur le compteur. On a les autoroutes où on peut aller à 130. Aujourd'hui, un tiers des voitures qui sont vendues sont des SUV. Je pense qu'un truc sur lequel on pourrait vraiment travailler, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si vous achetez un 4x4, vous êtes has-been. Si vous connaissez concrètement le sujet et que vous avez vu et que vous êtes un peu éduqué et qu'en plus vous avez un niveau social et économique assez élevé et qu'en dépit de tout ça, vous faites ce choix-là, donc en fait, à un moment, si les scientifiques nous disent que c'est ce vers quoi on va, et que ces gens-là ne sont pas capables d'eux-mêmes de prendre les bonnes décisions, ça c'est inexcusable, donc en fait c'est intolérable, donc en fait t'as pas le droit. Du coup, nous, en tant que vulgarisateurs, est-ce qu'on a un rôle à jouer là-dedans? En fait, le truc, je pense vraiment travailler les valeurs, c'est le nerf de la guerre, mais c'est peut-être moins de l'ordre de la science, de la vulga, que quelque chose d'arriver à réenchanter certaines luttes. Pour moi, c'est des trucs que font très bien des mecs comme Aurélien Barraud, entre autres. Mais il faut savoir, en fait, déjà avoir les outils intellectuels, l'argumentation qui va derrière. C'est être militant sur le terrain, mais en fait, militant sur le terrain, à un moment, je pense qu'il faut être un peu plus dur que ça, quoi. C'est surprenant que cet engagement que tu as l'air de porter assez fortement se transcrive pas dans tes vidéos. Alors, au quotidien, c'est des questions que je me pose beaucoup, mais dans les sujets que je traite, il y a quand même peu d'espace pour arriver à tenir ce genre de propos, on va dire. Et puis après, l'investissement dans une cause, mais physiquement, c'est-à-dire se lever pour aller faire quelque chose de ses mains, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment eu. J'ai jamais milité quelque part. Alors, j'ai toujours lu plein de trucs. J'ai essayé de me forger une opinion sur plein de choses, mais ça n'a jamais été dans mon ADN, en fait, de fonctionner comme ça. Je vais chercher, en fait, à soutenir des causes ou des politiques qui vont aller dans le sens de ce que je pense qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, je pense que il va falloir qu'on run sur certaines libertés, parce qu'en fait, elles sont négatives à long terme, mais pour l'ensemble de la communauté, en fait. Pour le dire autrement, disons que de moi-même, je ne vais pas arrêter de prendre l'avion, mais j'aimerais qu'en fait, on m'interdise. Même ces libertés-là, on dit c'est de la privation de liberté, mais pour en fait pouvoir les préserver à long terme. Mais du coup, est-ce qu'on n'est pas coincé
dans ce qu'on fait comme travail, parce qu'on a envie de voter et d'aller vers des politiques qui vont finalement restreindre ce qu'on fait, y compris dans notre travail, parce que publier des vidéos sur YouTube, ça consomme énormément d'énergie pour les serveurs. Alors ma question c'est comment on fait ? Il va falloir travailler moins. Enfin, pas dans le travail qu'on a, il y aura de moins en moins de gens qui vont travailler dans le tertiaire. Donc nos métiers, de fait, vont être amenés à se réduire. Mais là, on rentre dans des considérations économiques. En fait, la question, c'est plus qu'est-ce qu'on fait des gens qui se retrouvent lésés par ce changement de monde qui, de fait, va arriver. Donc, soit on l'accompagne, soit on le subit. Et donc, il faut désirer des politiques qui veulent accompagner ce changement-là, plutôt que des gens qui ont des idées qui avancent avec des œillères en disant non, ça va passer, on va trouver le fameux Graal technologique, c'est toujours génial, c'est que les économistes qui nous sortent ça. Il n'y a personne de sérieux, même chez Total, on n'entend pas ça. Hein. Total, ils sont là, ils nous disent que ça fait 15 ans que le pic pétrolier il est passé. Et puis on entend encore des gens qui disent mais non, du pétrole, il y en aura toujours. Enfin bref, on marche un peu sur la tête, quoi. Alors pour finir, est-ce que tout ce dont on a parlé te donne envie maintenant de faire des contenus qui soient plus engagés ? Alors il y a une idée qui me trotte depuis un moment, ce serait de faire une série sur qu'est-ce que c'est que l'énergie, réellement. Quand on parle de réchauffement climatique, très vite on arrive au problème des énergies fossiles, et quelles sont les techniques et les énergies de substitution. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est dans une période de l'histoire de l'humanité qui est sans commune mesure en termes d'opulence d'énergie, et l'énergie c'est vraiment le nerf de la guerre. Et de pas parler de ça en fait en mettant des camemberts, en comparant, mais vraiment en allant illustrer concrètement 1 litre de pétrole, ça a quelle capacité ? C'est-à-dire que si on met ça dans un tracteur, tu peux déplacer, je crois, 10 de mètres cubes de terre en brûlant ce litre-là. Si toi tu dois faire ça avec les muscles de tes bras ou de tes jambes, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça, on pourrait pas le mettre en image, tu vois, et en forçant cette logique-là sur plein d'exemples pour montrer en fait à quel point l'or noir porte bien son nom et à quel point en fait s'en passer, c'est vraiment quelque chose à la fois d'extrêmement important, mais aussi de totalement illusoire de se dire qu'on va pouvoir continuer sur cette trajectoire sans ça. Donc si on peut plus utiliser ce type d'énergie, ça ne concerne pas que le pétrole, le charbon et autres, ça va devenir très compliqué, du coup ça implique des changements de société. Mais ça en fait on peut pas le faire en une vidéo de 15 minutes, donc en fait c'est un projet de longue haleine, c'est-à-dire qu'il faut penser ça comme le projet d'1 an de travail, quoi. Il faut que ça se décline sur 7-8 vidéos et que ça devienne vraiment... une série. Une série, ouais. Ok, merci. Merci pour cette conversation, Théo. Merci Léa. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les références qu'on a pu avoir dans la description. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Et surtout, dites-nous en commentaire qui est-ce que vous avez envie de voir assis à la place de Théo la prochaine fois. À bientôt.